Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion essentielle pour vos révisions du bac, l'environnement. La question clé, c'est de comprendre comment ce sujet est devenu un enjeu planétaire absolument central. Oui, et pour que ce soit bien clair et efficace pour vous, on va structurer notre analyse en trois parties. D'abord, partie A, on verra que l'environnement est une notion qui a beaucoup évolué. Ensuite, partie B, pourquoi c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et enfin, partie C, on s'interrogera sur sa nouvelle place dans l'histoire. Parfait. Alors, commençons par le début. L'environnement, au départ, c'est quoi? C'est un ensemble de relations entre les sociétés et leur milieu. Au XIXe siècle, c'est une approche très scientifique. Très scientifique, oui, et très influencé par Darwin. Des géographes comme Élisée Reclus étudient comment le climat, le relief, bref, le milieu, influencent l'homme. La nature est vue comme une ressource, Ou une contrainte. une vision de domination, quoi. Et puis, tout bascule. Le grand tournant, ce sont les années 60-70. Là, la perception change, radicalement. On prend conscience des impacts négatifs de nos activités. Il y a un livre qui est un vrai déclencheur, Printemps silencieux, de Rachel Carson. En 1963, Il dénonce les effets terribles d'un pesticide, le DDT. C'est un choc mondial. un choc, oui. Et juste après, en 72, on a le rapport Meadows, les limites à la croissance. L'alerte est claire. Nos ressources ne sont pas infinies. On est dans un monde fini. Et la même année, on a cette image. Ah, la photo d'Apollo 17. Exactement, la Terre vue du l'espace. La fameuse bille bleue. D'un coup, cette idée de monde fini devient concrète, visible. Absolument. Et c'est là que la question devient politique. Il y a ce discours incroyable du président Pompidou à Chicago en 1970. Il dit, je cite, l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. C'était vraiment précurseur pour l'époque. Tout à fait. Et dans la foulée, on voit la création du premier ministère de l'Environnement en France en 71, des ONG comme Greenpeace. Le mouvement est lancé. On passe donc d'une vision de domination à une vision d'interaction et même de coévolution entre l'homme et la nature. C'est l'idée derrière le concept d'anthropocène. L'Anthropocène, ce mot est partout aujourd'hui. C'est cette nouvelle ère géologique où l'humain est devenu la principale force de transformation de la planète, c'est ça? C'est exactement ça, un concept popularisé par le prix Nobel Paul Crutzen. D'accord. Alors, passons à notre deuxième partie. Cet impact humain, cet Anthropocène. Comment on le mesure concrètement? Les indicateurs sont assez vertigineux. Si on regarde les graphiques depuis 1850, presque tout augmente de façon exponentielle. La population urbaine, la consommation d'eau, l'usage des terres, les températures de surface, l'accélération est flagrante. On parle d'anthropisation, c'est-à-dire l'emprise de l'homme sur les milieux. Oui, et l'idée de dépassement illustre très bien. Vous connaissez le jour du dépassement? C'est la date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète peut régénérer en un an. C'est ça. En 1971, c'était le 25 décembre. On était presque à l'équilibre. Et aujourd'hui, En 2023, c'était le 2 août. L'accélération est massive. et ça cache d'énormes inégalités. J'ai lu que si tout le monde vivait comme un Français moyen, il faudrait 2,9 terres. C'est le chiffre, oui. Ce qui rend l'enjeu global et donc géopolitique. Un incendie en Amazonie libère du CO2 qui affecte le monde entier. Et ça crée des tensions. Énormément. Prenez l'Antarctique. La Russie et la Chine ont refusé la création d'un grand sanctuaire marin. Pourquoi? Pour préserver leurs droits de pêche. C'est un enjeu stratégique. On voit bien. Ce qui nous amène à notre troisième et dernière partie. Face à cette crise, comment est-ce que nos sociétés s'adaptent? Comment notre pensée évolue? Une nouvelle discipline est même née pour y répondre. L'histoire environnementale, dans les années 70. Elle étudie les relations passées entre société et nature. Et elle montre que la prise de conscience n'est pas si récente. C'est un paradoxe intéressant. Oui, au XVIIIe siècle déjà, on débattait du lien entre la déforestation et le changement climatique local. Mais les régulations étaient parfois ambivalentes. Comme ce fameux décret de 1810 en France sur les usines. C'est un cas d'école. Le décret visait à contrôler les nuisances, mais en fixant un cadre légal, il a aussi, en quelque sorte, donné un droit de polluer. L'effet inverse de celui escompté en un sens. C'est plus complexe, mais l'effet était d'institutionnaliser le problème. On a donc cherché un nouveau modèle. C'est là qu'est né le concept de développement durable. Exactement, avec le rapport Brundtland en 1987. L'idée, c'est de tenter de concilier trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Et aujourd'hui, on va encore plus loin. Oui, avec des évolutions juridiques qui auraient semblé folles il y a 50 ans. En Équateur, depuis 2008, la nature a des droits inscrits dans la Constitution.
Un citoyen peut aller au tribunal pour défendre les droits d'un écosystème, comme s'il s'agissait d'une personne. C'est une révolution. C'est une révolution, oui. Pour conclure, si on devait résumer le parcours, on est parti d'un concept de géographe pour arriver à un enjeu politique total. Un enjeu qui redéfinit notre histoire, notre géopolitique et même notre droit. C'est tout à fait ça. Et s'il y a une idée à retenir, c'est peut-être celle du chercheur François Gemène. Il dit qu'avec l'Anthropocène, il n'est plus possible de séparer l'histoire de la Terre, qui est régie par les lois physiques, de l'histoire du monde, régie par les sciences sociales. Désormais, les deux ne font plus qu'un.